Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Soual Al-Janabi. Je suis le co-directeur de l'initiative de l'APA et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre premier webinaire après la réunion du CMB. Nous avons choisi comme thème pour aujourd'hui l'examen de l'ISN dans différents forums internationaux qui s'occupent de ce sujet. Et comme précédemment, c'est un webinaire qui est facilité par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège et le ministère des Forêts, des Pêches et de l'Environnement de l'Afrique du Sud dans le cadre d'une collaboration avec l'initiative APA. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Comme précédemment, nous avons des services d'interprétation. Le séminaire est en anglais, mais vous avez l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Vous pourrez voir en bas de votre écran l'icône qui vous permet de choisir la langue de votre choix. Vous avez également la fonction chat, j'en reparlerai dans un instant. Si vous voulez contribuer au débat, utilisez le chat et faites-le en anglais. Vous pouvez aussi utiliser Google Traduction pour traduire votre question en anglais. À propos du chat, nous souhaitons avoir un webinaire interactif. Donc, vers la fin de notre webinaire, il y aura une séance de questions et de commentaires. Et comme vous pouvez le voir, ce chat vous permet de poser des questions et de faire des contributions techniques ou conceptuelles et utiliser la fonction Send to everyone, envoyer à tout le monde, quand vous mettez des messages sur le chat. Pour les questions et les contributions que nous verrons sur le chat, on pourra les examiner à la fin du webinaire. Nous allons essayer d'avoir une séance de discussion à la fin du webinaire avec des questions adressées aux membres de la table ronde qui seront regroupées par thème. Comme ça, les questions et les contributions pourront avoir une réponse groupée. Pour les questions qu'on n'aura pas pu traiter à cause de problèmes éventuels de temps, eh bien, on les utilisera quand même pour informer tout le processus et les webinaires qui suivront. Essayez d'éviter le manque de respect vis-à-vis des membres de la table ronde parce qu'ils seront supprimés. Mais je crois que tout le monde pourra travailler avec ces règles simples. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu comme programme pour aujourd'hui? Nous aurons des paroles de bienvenue par l'Afrique du Sud et par la Norvège. Ensuite, nous passerons en revue l'état des lieux concernant les décisions et les négociations sur l'ISN dans les différents forums internationaux. C'est Hartmut Meyer qui s'en chargera. Ensuite, nous aurons une table ronde très intéressante qui sera animée par Timothy Hodges avec Margot Bagley, Daniel Kachelry, Suirzi Moon et Daniel Manzella. Je vous donnerai plus de renseignements sur eux à l'instant, puis ensuite nous aurons des remarques de clôture. Et avant cela, une séance de questions-réponses. Alors, j'espère que nos amis de la Norvège et de l'Afrique du Sud sont parmi nous. Gaute, est-ce que vous voulez bien commencer? Very much, Suhel. I trust you can hear Merci me. beaucoup, Swell.
J'espère qu'on m'entend et qu'on me voit. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par le partenariat bilatéral entre l'Afrique du Sud et la Norvège sous l'égide de l'initiative APA. Je suis très heureux de ce partenariat qui nous a permis d'adopter le CMB, et ce dialogue sur l'ISN a été établi après des échanges informels, mais aussi pour augmenter les connaissances au sujet de l'ISN. Nous en sommes à la phase d'exécution du cadre mondial et en Turquie, au mois d'octobre, nous aurons une conférence sur la question et l'ISN est mentionné dans la Convention sur la biodiversité, donc c'est un bon point de départ. Comme vous le savez, la conférence intergouvernementale de la Convention sur le droit de la mer s'est mise d'accord sur un accord sur l'utilisation durable de la diversité marine des régions au-delà de la juridiction nationale. Et comme on l'a vu au mois de décembre au Canada, la relation avec l'ACBD a été au cœur même de cette discussion. Il y a également d'autres instruments où des débats sur l'ISN se tiennent et jouent un rôle prédominant. Je vous souhaite bonne chance avec ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Gaute. Je crois que Simon a du mal à se connecter, mais vous avez certainement pris la parole au nom des deux partenaires, la Norvège et l'Afrique du Sud, pour nous souhaiter la bienvenue. Avant de commencer notre travail, il serait bon de savoir qui participe à ce webinaire. Et voilà pourquoi je voudrais demander à mon collègue Yannick d'afficher rapidement une enquête que nous avons préparée pour les participants. Il n'y a rien de confidentiel dans ces informations. Répondez-y, s'il vous plaît. Dites de quelle région vous venez, quel secteur vous représentez, et puis aussi dans quel forum vous avez qualité de participant ou d'observateur. Vous pourrez en choisir plusieurs, le cas échéant. Et ceci nous aidera à savoir comment organiser la discussion. Et puis aussi, nous aurons ainsi une idée des questions qui seront posées. Et je crois que maintenant, on peut voir les résultats. Il est bon de voir que nous avons une représentation assez équilibrée. Alors, à cause des fuseaux horaires, l'Europe et l'Afrique sont très bien représentées, mais les autres régions participent également. Il est bon également de voir que nous avons des représentants des gouvernements, nous avons également des universitaires, le secteur privé. Donc, une représentation large avec une majorité du côté des gouvernements. Comme on l'avait prévu, la majorité des participants suivent plutôt la CBD. Mais nous pouvons voir qu'il y a aussi d'autres experts qui suivent les autres forums comme l'UNCLOS, la FAO, l'OMS. Et pour certains, ce sera nouveau, mais je suis sûr que ce sera très intéressant pour tout le monde.
Alors, avec ces quelques mots, je voudrais maintenant demander à mon collègue Hartmut Meyer de l'initiative APA pour qu'il nous donne un aperçu général de l'état des lieux en ce qui concerne les décisions et les négociations au sein des différents forums. Hartmut, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Swell. Est-ce qu'on m'entend bien? Merci, bonjour tout le monde. I'm going to inform about Je vais essentially vous donner des informations and au we are sujet very happy de that ce we qui se can passe à l'heure resume actuelle. the work on Nous the sommes outline très heureux que nous first puissions webinars on reprendre capacity nos development séries measures d'activités de renforcement des capacités en ISN work on the COP decisions of the CC and also et que nous puissions travailler sur la base des décisions qui ont été prises à la CDB et dans d'autres forums. Très brièvement, en guise d'introduction, nous partons du principe que la plupart des participants ne sont pas forcément au courant de cette initiative de renforcement des capacités en matière d'APA. Il s'agit d'une initiative avec plusieurs bailleurs de fonds qui est accueillie par le gouvernement de l'Allemagne et exécutée par la GIZ, l'Organisation d'aide au développement de l'Allemagne. Cette initiative APA existe depuis longtemps. Nous en sommes à la 5e phase. Nous avons suivi l'évolution du protocole de Nagoya et nous travaillons maintenant à son exécution. Vous voyez ici quels sont les pays où nous travaillons à ces questions d'APA. Et à part les interventions au niveau national, nous appuyons également des activités, des discussions au niveau international. Et ce webinaire a été précédé par beaucoup d'autres et ceci nous a permis d'augmenter les connaissances en matière d'ISN dans ce contexte international. So this is a brief overview. Alors ici, vous avez une idée générale de tout ce que nous avons fait. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a déjà une question au sujet du partage de ces PowerPoint. Oui, ces présentations seront distribuées et vous trouverez également un lien avec l'enregistrement du webinaire sur notre site. Et voilà tout ce que nous avons fait pour faciliter la négociation au sujet de l'ISN. Nous avons une retraite qui s'est tenue, par exemple, juste avant la réunion de Montréal. Alors ici, il s'agit de voir où nous en sommes et l'évolution de la situation jusqu'à présent. Cette question de l'ISN avait commencé en 2016 à la CDB lorsque le groupe africain a mis la question en discussion et a demandé qu'il y ait un partage des avantages d'organiser pour l'utilisation de l'ISN afin d'appliquer ce principe de l'APA à l'information sur les ressources génétiques et en particulier le séquençage numérique. Pendant les 2 années qui ont suivi, il y a eu des études de réaliser et lors de la COP de 2018,
Les premières négociations sur le fond de la question ont démarré et il a été décidé qu'un processus devrait être entrepris après cette COP 14 pour voir comment la question de l'ISN devrait être traitée dans le cadre de l'après 2020. La discussion a été très dure et au bout du compte, il y a des décisions qui ont été prises permettant beaucoup d'activités de renforcement des capacités dans le monde entier, y compris de la part de l'initiative APA. Et malheureusement, le Covid a interrompu ces discussions. Ensuite, il y a eu la COP 15 qui a pris une décision d'établir un système multilatéral pour l'APA concernant la DSI, l'ISN d'ici à la COP de 2024. Mais il y a d'autres forums où la question est en discussion. Tous ceux qui s'occupent de la commercialisation des ressources génétiques en ont été saisis aussi, qu'il s'agisse des virus comme des éléphants, comme de toutes sortes d'autres ressources naturelles, y compris la BNJ. À l'OMPI, nous voyons qu'il y a une norme maintenant concernant l'ISN dans les demandes de brevets et cette norme devra s'appliquer à tous les brevets qui concernent l'ISN. Pour l'UNCLOS, les négociations sur la BNJ, il y a eu un accord sur les ressources génétiques marines et le partage des avantages de l'ISN qui a été conclu récemment. Même chose à l'OMS. L'ISN fait partie des négociations en cours sur le traité sur les pandémies. Et puis, il y a aussi un autre forum au sein de la FAO. Le traité de la FAO a également discuté de l'ISN à propos des ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation, mais là, les négociations n'ont pas encore repris. Alors ici, je me concentre sur les négociations qui ont abouti sous forme de textes qui ont été adoptés, l'accord de l'UNCLOS par exemple, et la CDB, le traité de la FAO vous sera également présenté. Mais là, les négociations sont toujours en cours et vont essayer. On pourrait également dire que la FAO va continuer à travailler sur l'ISN jusqu'à la réunion de ses instances gouvernantes de 2023. Il y aura après une nouvelle série de négociations sur l'ISN au sein. Alors, Tim, si vous êtes d'accord, pour commencer tout de suite, nous pourrions passer directement à la table ronde. Alors, je vais vous présenter. Beaucoup des participants vous connaissent. Vous êtes professeur à l'Université McGill de Montréal et vous allez animer ce panel sur l'ISN comme vous l'avez fait à l'occasion d'autres webinaires. Alors, vous avez la parole pour nous dire brièvement qui sont les autres membres du panel. Merci. Merci beaucoup, Swell. Je suis très heureux d'être parmi vous à nouveau. Je vais animer cette discussion de table ronde qui sera riche d'informations et j'espère suscitera également la réflexion. Ceci est sans précédent comme webinaire puisque nous parlons de très nombreux
forum et vous avez des membres du panel qui sont très connus, sont des experts en la matière. Je suis le professeur à l'université McGill de Montréal et je m'occupe d'études internationales. J'ai une formation en diplomatie et je travaille depuis beaucoup d'années sur la question de la paix dans différents forums. Hartmut nous aurait parlé, lorsqu'il a été interrompu, des forums les plus actifs sur l'ISN et nous aurons pu voir quel est l'état des lieux à l'heure actuelle. Il s'agissait simplement d'avoir un aperçu général pour que les membres du panel puissent entrer dans le détail et expliquer là où on en est dans ces différents forums en matière d'ISN. Et ensuite, les experts pourront parler de l'avenir et de l'évolution prévue de la négociation au sein de ces forums. Puisqu'il y en a plusieurs de ces forums qui sont très différents, comme on l'a pu le voir, les participants viennent aussi d'horizons différents et je vais passer peut-être plus de temps pour vous présenter ces experts. J'espère qu'ils ont tous leurs vidéos branchées. Très bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, nous avons le professeur Margot Bagley. Elle est doyen adjoint de l'Université Emory, la faculté de droit à Atlanta. Elle travaille avec les ressources génétiques et le folklore et les connaissances traditionnelles. Le professeur Cashel Rees est un expert en ISN et elle a été un auteur principal sur 2 études de l'ISN pour le secrétariat de la CDB et elle a fourni également une aide au groupe africain sur les questions d'ISN. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Margot Bagley. Ensuite, Daniel Cachelris, il a travaillé sur l'interface entre la science, la politique et le droit. Par exemple, il a été conseiller à la mission permanente de la République des Maldives sur les océans, la pêche et les questions juridiques à l'Assemblée générale entre 2013 et 2014. Dans les 5 prochaines années, il a été expert auprès de la CITES sur les pêches. Ensuite, plus récemment, Daniel a travaillé à la conclusion du traité de la FAO à propos des océans. Et il a travaillé beaucoup sur les ressources génétiques. Et il y a un certain nombre d'accords internationaux auxquels il a participé. Vous avez la parole, ou plutôt, Daniel, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, Madame Benzela. Alors, Monsieur Manzella travaille à la FAO, spécialiste en relations entre alimentation et environnement. Il travaille encore une fois à la FAO. Il s'occupe des organisations à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, WWF et également d'autres fonds fiduciaires. Au début de sa carrière, Daniel proposait ses services à plus de 40 pays sur le commerce et les accords environnementaux. Daniel est professeur à l'université d'Aberdeen et il a travaillé au sein du groupe d'experts de la CDB. Donc, encore une fois, je lui souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue, Daniel. Ensuite, pour terminer, je vous présente la professeure Suri Moon, qui est professeure de pratique dans des programmes interdisciplinaires, relations internationales, sciences politiques, à l'Institut
d'études internationales et de développement à Genève. Elle s'occupe de gouvernance, de santé publique. Elle dirige un réseau de connaissances sur ces questions pour rassembler les contributions de différents chercheurs, les analyses pour renforcer les systèmes de santé publique. En 2016, elle était enseignante en matière de santé publique. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Souris. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à tous les panélistes. Je me réjouis de de vous voir ici. Vous allez apporter vos connaissances, vos compétences et aussi votre point de vue sur l'avenir concernant l'INS. Je m'adresse ici à tous. Pour ceux qui étaient au webinaire de ce matin, de cet après-midi, je voudrais souligner que les panélistes vont s'exprimer en tant qu'experts dans un domaine particulier. Il y aura 4 interventions qui sera précédée d'une question qui s'adresse à tous les panélistes. Et comme je l'ai dit en début de webinaire, à la 4e série, il y aura une séance ouverte où on se tournera vers le chat pour répondre aux questions, aux observations et aux commentaires de la part des participants au webinaire. Alors, je commence par la première série, quelques rappels. Le thème général de ce webinaire, c'est faire la cartographie des systèmes ISN dans différentes instances, voir quelles sont les différences qui existent entre les différentes instances. C'est une tâche assez difficile, vous le comprendrez, mais je suis sûr que tous nos panélistes vont nous expliquer tout cela. Pour ceux d'entre vous qui êtes participants à ce webinaire, utilisez le chat si vous avez des commentaires, posez des questions et ces questions seront envoyées aux panélistes avec une réponse lors du segment questions-réponses un peu plus tard. Encore une fois, je vous demanderai d'être le plus bref possible lorsque vous posez vos questions ou faites vos commentaires. Une troisième chose, et là je m'adresse aux panélistes encore une fois, c'est réduisez l'utilisation du nombre de sigles. Je sais qu'on le fait souvent et si vous êtes obligé de le faire, essayez au moins d'expliquer une fois de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer par une question simple. C'est la suivante. Qui devrait partager les avantages monétaires et comment est-ce que ce système pourrait s'installer au plan national et international? Qui devrait partager les avantages monétaires et comment est-ce que ce système pourrait fonctionner au plan national et international? 3 minutes par panéliste. On commencera par Margot, Daniele, ensuite Suerli et Daniel. Merci à l'initiative APA de nous avoir invités à ce comité. Vous dites que c'est une question simple. Je ne sais pas. Je crois que c'est une des questions les plus difficiles en fait, puisque ça porte sur le partage et je vais essayer d'y répondre. Alors, ma réaction instinctive, c'est que ceux qui en profitent ceux qui ont ces ressources devraient profiter de ces avantages monétaires. Mais alors, qui va en profiter au plan monétaire? Pour les ressources génétiques, il faut aussi se concentrer sur l'utilisation des ressources pour la commercialisation, mais c'est peut-être un peu étroit. Il faut voir comment on peut partager ces avantages en aval et aussi il y a les aspects externes, les effets sur la biodiversité. Nous profitons tous, j'imagine, de l'ISN et aussi de la conservation de la biodiversité, notamment pour les populations autochtones et les communautés. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Par exemple, si on a, par exemple, mis au point un médicament à la suite d'informations de séquençage numérique, eh bien, moi, j'en ai profité au plan monétaire aussi, d'une certaine façon. Mais les avantages monétaires peuvent aussi être écartés dans le cadre de l'ISN. C'est juste pour élargir un peu notre réflexion sur là-dessus.
qui devrait partager cela et comment est-ce qu'on peut partager les avantages de la biodiversité. Alors, comment faire la distinction entre loin et pas trop loin? Eh bien, c'est une question d'efficacité, de coût de la transaction, parce que vous avez des gouvernements qui travaillent d'un côté sans pour autant essayer d'obliger de partager les avantages. Et on l'a vu pendant des décennies lors des mises en place de mécanismes multilatéraux ou bilatéraux. Et alors, la meilleure approche, et j'ai présenté un papier là-dessus au secrétariat de la CDB, disait que c'est les pays qui devraient partager les avantages monétaires de manière régulière, sans que cela soit lié nécessairement à l'ISN, et retenir la proposition qui a été faite par le groupe africain, c'est-à-dire déterminer le niveau de contribution ou éventuellement une exonération de ces contributions. Et ces pays pourraient obtenir des avantages de la part de l'industrie, définir des critères en mettant l'accent sur certains secteurs industriels et essayer de voir comment élargir la base de contributeurs, non seulement l'utilisation commerciale, mais aussi tenir compte des aspects externes, vu qu'il y a une certaine érosion de la biodiversité. Il faudrait aussi en tenir compte au plan juridique dans chaque pays. Et je crois aussi que les utilisateurs et non les parties devraient aussi contribuer et partager les avantages. Voilà en gros comment je vois la chose. Merci. Merci Margot, Daniele. Merci Tim. Merci de mon côté aussi à cette initiative APA qui a organisé ce webinaire, et même si ça s'est fait en ligne. Encore une fois, je crois qu'il va falloir reformuler ce que Margot a déjà expliqué de manière assez claire. Essayer de projeter cela, vu l'expérience qui existe en matière de traités internationaux, notamment l'accès au système et le partage des avantages. Le rationnel derrière cela, eh bien, on se rend compte que le principe de partage des avantages vise à établir un lien entre la valeur de l'utilisation de l'accès à cette ressource pour proposer une compensation. Donc, ce concept maintenant de partage des avantages tient compte de la structure qui existe à ce moment-là. Et donc, les avantages monétaires ne viennent ne prennent une compensation que si on a déterminé la valeur de la ressource. Mais ce n'est pas la seule possibilité pour ce qui est des utilisateurs. Encore une fois, si vous examinez le texte de traité international et aussi lors de la négociation, ainsi que les négociations de système qui vont repartir cette année, on voit que la formule utilisée, c'est que le système de souscription sera encore une fois envisagé. Et dans le cadre de ce système, eh bien, on collecterait des paiements en avance avant la vente de telle ou telle ressource génétique. Alors, dans certains cas, système d'accès unique, par exemple, où les avantages sont collectés une fois qu'on a déterminé la valeur, eh bien, dans le système de souscription, les avantages sont contribués à un pool général avec des fonds attribués à des projets précis pour améliorer les capacités de certains pays dans le cadre général du traité international, ainsi que de ses objectifs en matière de sécurité alimentaire et une agriculture durable. Autrement dit, les paiements, avantages monétaires, c'est fait par les utilisateurs après avoir trouvé une valeur dans la ressource. Et ensuite, il y a les utilisateurs qui vont contribuer, mais aussi par les pays membres, n'est-ce pas? Maintenant, les paiements pour l'accès. L'accès à quoi exactement? Alors, une possibilité de négociation dans le cadre du système multilatéral, cet accès serait
aux ressources génétiques et aussi l'information qui découle de ces ressources génétiques sous la forme d'un projet de texte. On a reconnu dans le SMTA que les paiements obligatoires dans le cadre du texte révisé tiendraient compte de la valeur de l'information générée de la ressource une fois qu'elle a été commercialisée. Alors, comment est-ce que le système pourrait fonctionner au plan international et au plan national? Eh bien, encore une fois, si on se penche sur les négociations dans le cadre du système multilatéral, dans le cadre d'une structure du système qui est ouvert aux contributions des pays membres, d'autres institutions et des donateurs, les négociations de traités ont parlé de promesses en amont. Autrement dit, il s'agit de demander aux parties contractantes qui peuvent le faire, ils seraient invités au début de la mise en place de ce système de prendre des engagements en ce qui concerne ce fonds qui serait créé, un fonds mondial. Quel est le rôle des institutions nationales dans la mise en place d'une solution de partage des avantages qui comprendrait l'INS? Eh bien, deux exemples rapides à la suite de la négociation du traité pour la réforme du système international, il y a des exonérations. Dans le cadre d'un système d'utilisateurs, il y a un certain nombre d'exonérations, notamment pour les petites entreprises, pour des instituts de recherche du secteur public et aussi pour les collectivités familiales, par exemple. C'est-à-dire que le conseil d'administration disposerait d'une liste de petites entreprises. Et puis, deuxième et dernier point, un plan d'action national sera nécessaire pour activer la répartition des avantages. Par exemple, dans le cas du traité international, on a discuté la possibilité de faire une liste de fonds qui seraient alloués à partir de ce fonds mondial, ce fonds des bénéficiaires, et on tiendrait compte d'un certain nombre d'actions qui ont été exécutés au niveau national. Par exemple, la ratification d'un texte qui aurait été amendé, annexe au traité international ou le partage de matériel à travers le système multilatéral ou rendre ce matériel disponible dans le cadre de ce système pour avoir accès à un financement. Merci. Merci beaucoup. Souris, s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier l'initiative APA d'avoir organisé cette réunion et qu'on se retrouve ici. Je crois que nous avons peu d'opportunités pour engager ce type de discussion et tirer les enseignements de débats qui se tiennent dans d'autres instances. Pour répondre à votre question directement, qui devrait partager les avantages monétaires? Je crois que l'échelle des avantages monétaires que l'on trouve dans le secteur de la santé peuvent être énormes. Et j'en ai vu dans certains secteurs. Pfizer, par exemple, a gagné 56 milliards de dollars en 2022 dans le cadre des vaccins de lutte contre la COVID et d'autres médicaments. C'est rien par rapport à la valeur économique de la vaccination qui devait contribuer à l'économie mondiale. Le FMI parlait de 9 000 milliards de dollars. Tout cela pour vous dire que l'argent en cause ici, en matière de santé, est très important. Et je crois que l'une des distinctions que l'on constate dans le secteur sanitaire par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'on parle moins d'avantages monétaires ou non monétaires. On parle surtout de commercial et non commercial. Qu'est-ce que j'entends par cela? Bien sûr, parfois, l'argent, ça coûte, les contributions financières également, et on l'a vu dans les cadres, par exemple, de préparation à la lutte contre l'influenza. On peut y inclure l'information de séquençage numérique, l'ISN. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, ça viendra peut-être. Et dans ce cadre, ce qui a intéressé le plus
c'est le produit, l'accès aux vaccins, des outils de diagnostic et c'est souvent des produits, commerciaux. C'est beaucoup plus important, pour, certaines raisons économiques que l'argent qui découlerait, des royalties, des droits et cetera. Maintenant, lorsque l'on pense à ce cadre de l'influenza, eh bien, il est influencé par des entreprises qui, en quelque sorte, payent pour être dans le jeu. Ils le font, en avant, avec une assurance, d'obtenir un accès à, des, moyens de lutte contre tel ou tel virus, ou telle ou telle maladie. Donc ce montant d'argent est très important provenant de l'industrie pharmaceutique et ça permet au système, de manière générale, de fonctionner. Alors ça, c'est une source importante d'avantages, mais je crois qu'il faut aussi aller au-delà de ces aspects monétaires. Il faut, réfléchir, en termes d'avantages commerciaux. De manière générale, qui tire les avantages commerciaux? Eh bien, ce sont les entreprises qui mettent en place, des médicaments, des diagnostics en utilisant l'INS et surtout, ce sont, des entreprises, qui font partie de ce cadre de lutte contre tel ou tel monde. Ça peut passer par les gouvernements, ça peut passer par les pays, comme certains l'ont dit, mais pour l'instant, nous voyons que c'est surtout les entreprises, en tout cas dans le cadre de l'influenza. Outre, les, avantages avant et après, qu'ils se concrétisent. Merci Suhari. Je trouve cela tout à fait intéressant ce que vous venez de dire. Je croyais bien connaître l'INS. Alors Daniel, merci. Merci encore une fois à l'initiative de renforcement des capacités de m'avoir inventé pour faire partie de ce panel. Avant de vous donner mon point de vue, je voudrais dire que je l'ai vu dans une enquête que tout le monde ne sait pas l'accord sur la biodiversité des zones situées au-delà de la limite de la juridiction nationale, BBNJ. Je vais commencer par vous dire qu'il a été extrêmement difficile d'obtenir des dispositions d'avantages monétaires, INS, introduire cela dans le texte de ce texte. Il a fallu attendre 20 ans de négociations pour obtenir ce texte et cela a été introduit à la dernière minute lors de négociations. C'est à ce moment-là qu'on a pu régler la question des dispositions sur le partage des avantages. Donc, les textes sont assez, flous en la matière et en fait, ce qui figure dans le texte, qui va partager ces avantages monétaires dans le cadre de cette, convention sur la biodiversité des zones situées au-delà des limites de la juridiction. La compromis, c'est qu'une fois le traité en cours, ce sont les États parties qui vont partager les avantages monétaires et non monétaires avec un paiement qui est, forfaitaire et cela ne sera pas lié à la valeur, du produit, mais à l'échelle des contributions versées par ces pays, au, projet. Ensuite, on va passer en revue et on examinera ces dispositions sur les avantages monétaires tous les 2 ans et la première revue se fera 5 ans au plus tard après l'entrée, en vigueur du traité. Ensuite, on déterminera des modalités de l'avenir et ça pourrait même modifier les changements de paiement. On va avoir, par exemple, des paiements par paramètre. On verra, quel est le revenu de la vente de certains produits. Il y a une autre possibilité, qui est semblable à ce que vient de dire, Margot. Ça a été une proposition qui avait été faite, et toutes, ces modalités futures, pourraient modifier les, États parties qui devront, partager ces avantages, monétaires et ensuite cela versé sur un fonds spécial qui sera là pour, financer les activités de renforcement des capacités. On va créer un organe spécial, un, comité, de partage de ces avantages et ensuite au plan national, eh bien, le texte BBNJ formule l'obligation des États et c'est l'État à prendre les mesures administratives, législatives, politiques pour s'assurer qu'il y a un partage des avantages en vertu du traité.
Il y aura quelques exceptions. Le texte a créé aussi un système de notification qui entre dans le détail de tout cela et aussi qui met en place un système de certification pour faire tourner l'ensemble du système. Merci beaucoup. Merci Daniel. Félicitations à vous et à vous tous pour vos efforts énormes. Cette année, j'ai participé à la mise en place de ce traité sur la biodiversité des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Je me suis dit à ce moment-là qu'il n'y aura jamais de traité. Donc, félicitations, c'est possible. Encore une remarque avant qu'on passe à une chose. Quels sont les défis que j'ai pu constater? J'ai été participant actif à certaines de ces discussions, savoir aussi ce qui se passe en parallèle. Et il n'y a pas que cela. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième chose aussi, et on va y arriver tout à l'heure au cours de la discussion de ce panel, c'est de voir si il y a une fertilisation croisée en quelque sorte. Mon expérience en matière multilatérale m'indique que ce n'est pas le cas. La diversité, c'est bien, oui, mais comment apprendre les uns auprès des autres, savoir quelle est la réflexion actuelle? Certains travaillent d'une certaine façon et d'autres d'une autre, mais cela ne se fera que s'il y a un effort conscient pour que cela se fasse, et ce sera un grand défi. Mais dans des questions aussi complexes, il faudra s'y acheminer. Deuxième série, la question que je pose au panel est liée aux avantages non monétaires. On a surtout parlé d'avantages monétaires pour l'instant, mais il y a aussi des avantages non monétaires qui sont liés à l'APA et l'INS. Alors, la question que j'aimerais poser, ceux d'entre vous qui suivez ce séminaire vont peut-être penser que c'est assez simpliste, mais je crois que tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors, voyons, que pensez-vous, vous, membres du panel? Quelle est la meilleure façon d'aborder la question des avantages non monétaires dans un système international et qui devraient être les récipients de ces avantages non monétaires? 3 minutes chacun. On va commencer par Daniel. Merci. Une réponse directe. Le financement multilatéral devrait effectivement financer un mécanisme de partage des avantages non monétaires. Il s'agit d'échanges d'informations, transfert de technologies, renforcement des capacités et faire respecter les traités internationaux. Il y a un manque de ressources alors qu'on a affaire à des soucis d'équité et l'avantage public. Donc, ce mécanisme d'avantage non monétaire permettrait de mieux faire fonctionner le système et cela aussi lancerait ou en tout cas renforcerait le retour d'informations avec l'amélioration de cet échange d'informations, renforcement des capacités, à son tour, permettrait d'améliorer l'accès et aussi la génération de plus d'avantages. Autrement dit, un mécanisme financier pourrait stimuler le partage des avantages non monétaires. Alors, dans le cadre de ces traités internationaux, eh bien, lorsqu'on l'examine, on comprend un peu les possibilités, les défis qui se posent en matière de partage des avantages non monétaires. Une première chose à dire à cet égard, c'est que le traité dans le système international conçoit des avantages de manière collective, créés au plan international. Et donc, renationaliser, re-individualiser les avantages signifie qu'il faut qu'il y ait une médiation soignée. Et donc, moi, je pense au fonds de partage d'avantages non monétaires et là, j'ai vu il y avait 2 défis qui pourraient nous intéresser ici.
Le premier défi, c'est le défi de la valeur publique. Comment faire en sorte que l'impact de ces investissements, de ces avantages non monétaires aille au-delà des acteurs du secteur? Et là encore, le BSF vise à jouer un rôle pour créer des incitations afin que les acteurs, les pays coopèrent pour la mise en place d'avantages collectifs qui pourraient se réaliser au plan international. Le deuxième défi, qui est lié en fait à ce défi de valeur publique, c'est la coopération. Il faut que les fonds vise à renforcer la coopération et la coordination entre les activités des parties prenantes dans le pays pour avoir un bon partage de ces avantages non monétaires, avoir un système interdépendant, notamment cela s'applique aux ressources génétiques en matière d'alimentation et d'agriculture. Quels devraient être les bénéficiaires? Eh bien, où on utilise les ressources phytogénétiques, il y a un système multilatéral qui s'occupe de cela et cela devrait être reversé aux agriculteurs dans les pays, notamment les pays en développement. Orientation générale, en fonction du texte de ce traité international, il y a une leçon qu'on a tirée de l'expérience de ce traité. J'ai parlé de la nature collective de ces avantages dans le financement multilatéral et qui permettrait d'accroître le nombre d'avantages collectifs. Mais il ne faut pas oublier non plus que mettre l'accent sur ce caractère mondial collectif ne devrait pas nous empêcher que la fourniture de ces avantages, la manière dont ceux-ci sont perçus, relève du niveau local des activités qui sont menées au plan national et au plan local. Et nous savons tous que l'absence de capacité pour se lancer dans des activités mondiales ne permet pas aux gouvernements, aux organisations et individus de tirer profit des avantages qui sont créés au plan international. Pour conclure, je crois qu'il faut trouver un équilibre qui doit être trouvé entre les activités mondiales et puis les pays ou certains acteurs au plan local. Merci. Merci Daniele. Souris, s'il vous plaît. Merci. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les vaccins, les diagnostics, les produits qui effectivement sont considérés comme étant les avantages les plus intéressants découlant de l'ISN, notamment lorsque on a affaire à des flambées de maladies. Et là aussi, si on prend le cadre de la grippe, eh bien, il existe un accord qui permettrait aux entreprises d'apporter 10% de leur production de vaccins au plan international, de remettre cela à l'OMS s'il y a une pandémie de grippe et l'OMS à ce moment-là décidera si ou envoyer ces vaccins ou d'autres produits. Et je crois que l'un des cadres pour la COVID-19, c'est comment aborder cette question qui devrait être prioritaire dans une crise comme celle-ci. Et à ce moment-là, on a mis l'accent effectivement sur les populations les plus vulnérables des pays parce qu'il s'agissait d'un virus qui se répandait très rapidement, donc c'était normal. Mais on peut avoir, par exemple, d'autres scénarios lorsque vous avez une flambée d'Ebola où effectivement, vous avez une flambée, mais il faut tenir compte aussi d'un autre aspect qui, la flambée peut être restreinte dans un territoire. Donc, vous avez besoin de vaccins pour une flambée, essayer d'éteindre l'incendie en quelque sorte. Je voulais vous parler de cela parce que ça vous donne une idée de la manière dont nous abordons cette question. Qui devrait avoir accès à ces avantages et qui devrait décider? Et il y a eu un accent qui a été mis pour essayer d'identifier des solutions multilatérales qui s'appuient lourdement sur le travail d'organisations comme l'AID. Il y a aussi un avantage collectif important. Quand on parle de surveillance, il y a les produits, mais il y a aussi les informations
et le partage de l'ISN sur les pathogènes, vous savez quelles sont les lettres grecques, delta, omicron, etc., qui ont été données aux différentes souches de COVID. Ce sont des avantages non monétaires qui sont bons, bénéfiques pour le monde entier. On peut ainsi suivre l'évolution des virus, voir les nouvelles souches, et c'est un avantage qui ne devrait pas être limité d'aucune manière. Et je crois que c'est un bénéfice d'ailleurs qui est non commercial, un avantage non commercial et devrait pas être associé à un paiement. Mais il y a aussi un autre type d'avantage non monétaire qui est très important dans le secteur de la santé. Il s'agit des avantages pour les chercheurs eux-mêmes qui créent cet ISN. Les universitaires ou les chercheurs dans les laboratoires, ils sont des parties prenantes et ce qui est important pour eux, c'est d'être reconnus en tant que chercheurs pour les découvertes qu'ils ont faites. Il y a aussi des avantages au niveau de la formation. Alors, c'est très important de pouvoir identifier, d'encourager ce genre de partage des avantages. On n'a pas encore de système au niveau international pour le faire dans le domaine de la santé, mais en tous les cas, c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir et j'aimerais savoir si c'est le cas aussi éventuellement dans d'autres secteurs. Merci beaucoup, Suri. Je suis sûr que quelqu'un répondra à cette très intéressante question. Et Daniel, oui. Alors, il y a deux aspects de ce partage des avantages non monétaires. Il s'agit des ressources génétiques dans le texte et puis aussi une partie qui concerne le transfert de technologie et le renforcement des capacités. Les avantages non monétaires qui sont énumérés sont l'accès à l'ISN, l'accès ouvert pour que ces données puissent être utilisées. Il y a aussi le transfert de technologies marines et puis aussi le renforcement des capacités pour le financement de programmes de recherche et puis l'augmentation de la coopération scientifique et technique. Par exemple, dans la pratique internationale ou conformément à d'autres parties de l'accord, il y a un certain nombre de détails sur tous ces sujets. Il y a un autre élément qu'il faut mentionner, c'est l'accès ouvert à l'information dans le système de notification que je vous ai expliqué. Peut-être s'agit-il d'avantages non monétaires comme par exemple les possibilités pour les scientifiques des pays en développement de participer à des projets de recherche. Et ce processus de notification expliquera où est déposé l'ISN, comment pouvoir suivre le flux d'informations. Il y a aussi la possibilité d'avoir de nouveaux forums de partage de l'ISN à l'avenir. Et qui va recevoir ces avantages monétaires et non monétaires? Eh bien, il y a des dispositions qui disent que cela peut aller à toutes les parties contractantes, mais surtout les pays en développement et surtout pour les avantages qui concernent le renforcement des capacités. Alors, dans le même ordre d'idées, dans la section sur le renforcement des capacités, c'est plus clair. Il y a un objectif précis d'appui aux pays en développement, surtout pour ceux qui ont besoin de transfert de technologie et pour mettre en application les différentes dispositions de l'accord. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important de dire, c'est que, là encore, ce traité établit un organisme pour suivre la question et donner des conseils sur la mise en application des dispositions. Et les parties peuvent être au courant parce qu'il y aura un mécanisme de centre d'échange qui permettra de fournir des informations, de les obtenir et qui inclura également l'adéquation entre les besoins en renforcement des capacités et l'offre. Alors, est-ce que ce sera une personne, un site, un cybersite? Eh bien, la conférence des parties en décidera. Alors, pour être un peu plus général,
Dans ma dernière remarque, vous avez demandé comment traiter dans le système multilatéral des avantages non monétaires. Eh bien, il faut dire que ce traité de la FAO se veut être transparent à ce sujet, établit des comités qui sont chargés de suivre l'évolution de la situation pour que rien ne soit oublié dans les différentes dispositions de l'accord. Il y a aussi des dispositions pour les pays en développement, surtout dans ceux dans une situation particulière, pour qu'ils soient représentés à tous les niveaux. Merci, Daniel. Margot. Alors, un système multilatéral en plus du fonds, eh bien, ceci permettrait d'être créatif et d'être durable au niveau du partage des avantages non monétaires dans la mesure où il contribue au renforcement des capacités. Il pourrait y avoir un mécanisme qui aurait différentes sections, le fonds bien sûr, mais aussi d'autres parties de ce mécanisme qui traiteraient de différentes options de partage des avantages non monétaires, parce que ce partage des objectifs non monétaires, c'est particulièrement important pour les chercheurs dans les universités, sans que ceux-ci puissent forcément déboucher sur des utilisations commerciales. Les utilisateurs peuvent contribuer à cette action de renforcement des capacités au niveau technique, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, des équipements, etc. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a pu voir dans les systèmes existants, ce sont un partage des avantages non monétaires très ponctuels, pas durables, pas itératifs, et ça n'est pas forcément très utile. Et ceci rend également difficile l'évaluation des succès. On a parlé du centre d'échange, c'est Daniel qui a parlé du centre d'échange. Ce serait sûrement un outil très utile et ce serait bien qu'on l'incorpore puisque ceci permet une plus grande imputabilité et ceci contribue aussi à l'harmonisation et à la normalisation et aussi pour encourager les meilleures pratiques. Parce qu'il y a toute une série d'actions de partage des avantages non monétaires qui existent, alors il faudrait les mettre à profit. Alors, qui devraient être les bénéficiaires? Eh bien, je crois qu'il faudrait qu'il y ait toutes sortes de bénéficiaires pour les avantages monétaires et non monétaires, y compris les CAL, et puis aussi ceux qui sont les gardiens de 80% de la biodiversité qui reste, y compris les chercheurs, y compris dans les pays à revenus faibles ou moyens, tous ceux qui sont chargés de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité. Mais pour les avantages non monétaires, il y a le fait qu'ils sont également avantageux pour ceux qui les partagent. Si vous transférez des connaissances, eh bien, les avantages circulent dans les deux sens. Et ceci permet d'évaluer, par exemple, les contributions de ceux qui partagent ces avantages non monétaires. Alors, ces avantages non monétaires dans le mécanisme jouent un rôle important et j'espère qu'on leur donnera une place prépondérante. Merci, merci à tous et à toutes pour toutes ces ébauches de discussions très intéressantes. Alors, vous avez mis l'accent sur l'apprentissage progressif et l'innovation. Comme l'a dit Daniel, au niveau des BNJ, on trouve ces éléments dans les textes qui ne sont pas encore complètement adoptés, mais qui ont bien avancé. Alors, le renforcement des capacités, comme l'ont dit nos experts, nous amène à la question suivante, et nous sommes dans les temps.
Donc, la question m'intéresse depuis longtemps parce qu'elle n'a pas encore trouvé de réponse. Je travaille dans le système des Nations Unies, dans différentes instances, et c'est un domaine qui a été moins bien examiné. Et c'est un sujet en dormance, si je puis dire. C'est le lien, il s'agit du lien entre le renforcement des capacités, la science et la technologie et le développement international. C'est un domaine qui n'a pas vraiment été bien étudié et qui est sous-estimé en quelque sorte, mais je crois qu'on pourrait voir dans le cadre des BNJ, de la technologie de l'information, à l'OMS, à la CDB, que c'est une situation qui évolue. Mais voyons ce que les experts en pensent. Comment est-ce que ce partage des avantages de l'ISN peut être partagé dans le cadre de la coopération internationale? Comment est-ce que le partage des avantages peut être lié à la recherche scientifique et au développement international? Nous allons commencer par Sueri et ensuite Margot et ensuite les deux Daniel. Merci. Le renforcement des capacités et la coopération internationale sont très importants dans les négociations de l'OMS sur le traité sur les pandémies. Alors, malheureusement, on n'a pas pu entendre toute la présentation d'Hartmut parce qu'il y a une négociation qui se tient dans le domaine de la santé qui concerne l'amendement des règlements sanitaires internationaux qui ont commencé avant la COVID et qui aussi avant le traité sur les pandémies. Alors, c'est important de montrer que ce processus est très complexe et que l'APA, c'est très important dans tous ces processus. Comment traiter de cette question sur le renforcement des capacités? C'est une question qui se pose dans tous ces forums. Pour les réglementations sanitaires internationales, il s'agit de la façon dont on peut déceler et prévenir les épidémies et de plus en plus la capacité des pays à déceler les pathogènes, à créer l'ISN. Je vois que la nomenclature intéresse les participants, mais la possibilité pour les pays de produire ces données, c'est important pour le pays lui-même, mais aussi pour la communauté internationale, puisque pour la surveillance, il faut que tout le monde puisse faire le séquençage des génomes des pathogènes et partage cette information rapidement. Et on a vu tout cela concrétisé depuis 3 ans de COVID. Alors, on a vu une augmentation considérable de ces capacités de séquençage et peut-être qu'on s'inquiète sur les résultats de tous ces programmes de capacité renforcés. Eh bien, on a pu voir, par exemple, l'augmentation des capacités de séquençage depuis 3 ans dans de très nombreux pays. Il ne s'agit pas uniquement de produire de l'ISN, mais d'analyser ces informations et de pouvoir les partager avec d'autres, mais aussi de les analyser, d'utiliser ces données, comme vous l'avez dit, Tim, pour mettre au point des vaccins, des thérapies ou des outils de diagnostic. Ça a été fait dans beaucoup de pays. Alors, les discussions sur les obligations de partager et de financer le renforcement des capacités sont très importants pour s'assurer que cela soit bien fait. Et en fait, la collaboration internationale dans le domaine du renforcement des capacités sont vues comme un avantage, comme je l'ai dit. Mais il y a un cercle qu'on peut observer. Quand vous avez une collaboration scientifique au niveau international importante, vous avez un climat de confiance entre les chercheurs et le désir de partager rapidement augmente. Et c'est ce qu'on a pu voir d'après nos propres travaux de recherche. Et les premiers séquençages ont été partagés en janvier 2020 par les chercheurs chinois, lorsque la COVID a commencé à se répandre. Merci, Souris. Daniel. Merci. J'ai parlé de ces liens dans mes interventions précédentes. Je ne vais pas me répéter,
Mais le lien entre l'APA et le partage des avantages est bien connu. Alors, souvent, il y a un fonds spécial qui prévoit des activités particulières qui ont à voir avec les objectifs du traité dans son ensemble, y compris le renforcement des capacités, la formation, l'appui à l'exécution du traité et puis aussi l'aide apportée au CAL. Et on parle du lien entre le renforcement des capacités et la recherche-développement dans le traité. Mais c'est encore plus précis quand on regarde la section sur les ressources génétiques marines qui parle de la création de connaissances scientifiques et d'innovations technologiques dans ce domaine et la mise au point de technologies marines à être transférées. Et parmi les avantages non monétaires dont j'ai parlé, elles aident cet objectif. Il s'agit de s'assurer que les données soient bel et bien partagées. Il y a cette obligation pour les États de s'assurer qu'elles soient accessibles, ces informations, et puis également le financement de programmes de recherche dans le cadre du renforcement des capacités qui mentionne très précisément une obligation pour les États d'augmenter la coopération scientifique et technique. Il faut noter aussi que le genre de renforcement des capacités au niveau technique et scientifique, la capacité institutionnelle, l'amélioration de l'infrastructure et là encore les programmes de recherche. Le fait qu'il y aura des comités dédiés à ces activités, ceci montre que les besoins seront bien pris en compte. Et une fois encore, parmi le texte sur les BNJ, il y a la décennie des océans qui est mentionnée de 2021 à 2030, qui, même si le traité n'est pas encore entré en vigueur, pourra encourager l'amélioration de l'innovation et des activités scientifiques, la mise en œuvre du traité à l'avenir. Merci beaucoup, Daniel. Margot? Merci. Comment est-ce qu'on peut faire ce lien entre les avantages non monétaires ou monétaires d'ailleurs avec le développement international? Eh bien, ceci crée une possibilité, voire une obligation de partager ces avantages et le mécanisme multilatéral devrait expliquer comment partager ces avantages et offrir des opportunités d'avoir des partenariats avec différents groupes et dans le cadre du renforcement des capacités. On peut le faire de différentes manières. Je me rappelle avoir participé à un événement à la COP 12 et j'avais vu un membre d'un pays d'Amérique latine disait que notre groupe ne cherche pas un gros financement, simplement on veut construire une école. Et elle s'était bien rendue compte que quand vous construisez une école, quand vous éduquez les enfants, vous changez leur vie et vous changez la vie de toute une génération. Et vous pouvez ainsi, ces capacités, à partir du tout début, et ceci ne coûte pas forcément énormément d'argent. Alors, nous devrions y réfléchir et je crois que il nous faut utiliser l'INS de cette même manière. Et l'un des projets dont je m'occupe consiste à renforcer l'innovation, la diversité aux États-Unis. En ce qui concerne les femmes sont beaucoup moins représentées dans les sciences, renforcement des capacités. Pour ce qui concerne le partage des avantages monétaires et non monétaires, pourra encourager la biodiversité, mais avoir également beaucoup d'autres répercussions sur d'autres secteurs. Merci, Margot.
Daniele, alors voilà la réponse que je peux donner. Je crois qu'il faut absolument regarder le lien avec le renforcement des capacités dans le domaine des ressources génomiques. Parce qu'il y a différentes solutions suivant le genre de capacité qu'on souhaite. Et il faut voir qu'il s'agit de l'accès aux ressources génomiques, mais aussi de pouvoir les utiliser. La capacité de contribuer et d'utiliser les métadonnées et autres types de données pertinentes, capacité à participer à l'élaboration des normes dans le monde du numérique et aussi la capacité à participer à la gouvernance du commerce numérique. Parce que si on a une approche trop générique au renforcement des capacités, on va perdre de vue ce qu'il faut comme solution spécifique pour l'utilisation des ressources génomiques. Il y a la réciprocité, le partage des connaissances, le partage des ressources, et ceci est très particulier à ce secteur. Et la communauté scientifique s'en est préoccupée quand on parle du renforcement des capacités. Alors, une approche trop générale dans ce domaine devrait quand même voir quels sont les différents types de renforcement des capacités qui peuvent être rendus pérennes pour que la recherche puisse être encouragée, que l'innovation puisse fleurir. Ultimately, Margot en a parlé. Individuals, communities, organizations, institutions, networks. Différentes institutions, communautés, organisations peuvent offrir certains types de renforcement des capacités en recherche-développement, alors qu'il y a d'autres capacités également qui méritent d'être renforcées. Il faut qu'il y ait une intégration avec, bien sûr, l'importance du capital humain de souligner. Et ceci est important si on veut réconcilier différents types de logiques pour surmonter les injustices structurelles qui existent dans le monde des sciences et de l'innovation. Alors, pour ce qui concerne la coopération internationale, eh bien, nous savons qu'un accès viable aux données pour les chercheurs et pour les innovateurs dépend non seulement de faire partie du monde de la recherche, de pouvoir obtenir des permissions, de pouvoir suivre les protocoles d'échange de données, mais celui-ci dépend également du niveau du capital humain et des ressources disponibles. Voilà pourquoi la coopération internationale est importante et il faudrait mieux savoir quelles sont les infrastructures dont on a besoin pour mener cette recherche et pour faire des recherches en collaboration et encourager ainsi le développement dans le domaine de la génomique. Alors, pour terminer, je dirais que dans le traité international, on a demandé que soit faite une étude en 2017, et je crois que Margot en avait fait partie, pour examiner la biologie synthétique. Et les auteurs de l'étude avaient parlé à différents chercheurs dans différents domaines et ont posé cette question: quelles sont les infrastructures dont vous auriez besoin pour mener une recherche en collaboration? Eh bien, on a demandé aussi, les options pour la coopération internationale étaient très différentes. Il faut une infrastructure coûteuse pour ce genre d'activité, avoir des laboratoires de microbiologie, par exemple. C'est quelque chose qui coûte très cher. Pouvoir faire le séquençage d'une ressource, ça ne suffit pas pour avoir une valorisation suffisamment importante. Il faut pouvoir
faire plus. Et donc, les infrastructures seraient très chères. D'autres étaient plutôt en faveur d'avoir des modèles plus localisés où la recherche et l'innovation seraient considérées comme plus accessibles pour les chercheurs, y compris dans les pays en développement, et les besoins en infrastructure seraient peut-être dans certains cas pas si élevés que cela et ne coûtent pas forcément très cher. Un troisième point de vue, ce serait celui d'une infrastructure souple, intégrant des éléments peu coûteux et très coûteux. Et dans ces cas-là, les besoins en infrastructure seraient souples, suivant les objectifs de la recherche envisagée. Alors, la coopération internationale pourrait avoir une approche recherche et éducation où des infrastructures à coût élevé ou à coût faible pourraient être envisagées pour prévoir tous les cas. Avoir, par exemple, des infrastructures qui permettent aux étudiants d'être plus ambitieux et ceci leur permettrait d'innover, le cas échéant, et permettre à des progrès d'être réalisés. Là encore, il y a toutes sortes d'options de mélange pour la coopération internationale et son intervention. Merci. Merci, Daniele, et merci aux autres aussi. Ce serait très tentant pour moi de prendre la parole à mon tour pour faire quelques remarques. Peut-être que j'aurai le temps après. Je vois que le chat devient très volumineux et il va falloir qu'on passe à la séance questions-réponses. Mais je vois qu'il y a une convergence des préoccupations et des propositions qui sont faites pour permettre à des actions concrètes d'être réalisées. Alors, passons à la dernière question. Et pour cette dernière question, Margot, vous aviez pensé que la première question était très compliquée, mais là encore, je dois dire que la question est aussi très difficile et demande qu'on ait une vraie vision. Ce serait l'éléphant dans la salle multilatérale. Et de mon expérience du multilatéral au niveau régional et mondial, puisque j'ai travaillé dans une bureaucratie d'Europe occidentale, je vois que le monde de la prise de décision au niveau international est silencieux en la matière et la plupart seront d'accord au sujet de cette observation. Mais ce qui se passe, c'est que cette séparation entre les différents ministères au sein des gouvernements et aussi au niveau international entre les institutions va à l'encontre du genre de défis qui nous sont posés au niveau international et qui devraient être surmontés dans la collaboration, dans la coopération. Et ceci est particulièrement vrai de cette dernière question et qui est cruciale. Est-ce que vous avez une vision pour un vrai mécanisme international de partage des avantages de l'ISN? Quelle serait votre vision et comment est-ce qu'il pourrait participer à tous ces forums? Est-ce que vous avez cette vision et à quoi elle ressemblerait? Vous allez pouvoir répondre à cette question. Comment un tel système pourrait fonctionner et atteindre plusieurs objectifs politiques? Merci, Tim. J'ai la chance de pouvoir mentionner la vision des États membres telle que mentionnée dans le traité. Donc, c'est facile à utiliser. Je sais que certains États membres, certains participants pourraient partager leur point de vue là-dessus lors du débat. Alors, une première idée
sur ces dispositions de partage des avantages, comment cela peut faire l'objet d'une approche plus globale, plus mondiale. Comme on l'a dit au moment de l'introduction, lorsque la COP a pris une décision concernant l'INS en 2022, je vous félicite à vous tous qui avez participé à cette prise de décision. La question a été devenue d'actualité dans cette salle, dans la dernière série de négociations. Et au cours de cette négociation, les États parties ont voulu renforcer ce principe pour qu'il n'y ait pas de système qui soit incompatible les uns par rapport aux autres. Les scientifiques, les conseils techniques ont expliqué que la pratique technique ne fait pas de distinction entre les sources d'ISN, même bases de données. Les séquençages proviennent de différentes juridictions nationales. Et on a dit que le système multilatéral devrait retenir certaines idées qui avaient été proposées dans le cadre de la Convention sur la haute mer pour que ces idées reprennent les idées des juridictions nationales. Cela étant, je crois qu'il y a des points de départ différents pour la discussion. La question de la juridiction a été posée. L'INS relève de la juridiction nationale, mais dans le cadre de la Convention sur la haute mer, c'était beaucoup plus difficile parce que certains estimaient que cela relevait au-delà des limites de la juridiction nationale. Et lorsqu'on a commencé à discuter de ces principes, ce qu'on a réglé enfin, c'était la question qu'il fallait régler à la fin de la négociation. Donc c'est devenu une question assez difficile, il fallait trouver un équilibre et j'imagine que beaucoup de délégations, beaucoup de parties prenantes vont faire très attention pour ne pas remettre en cause cet équilibre à l'avenir. Heureusement, pour avoir un système global, mondial, on a abordé certains points du texte. Tout d'abord, dans le texte, on dit que les accords doivent être interprétés de façon à ce qu'on ne remette pas en cause d'autres accords et les parties à cette convention devraient pouvoir réaliser certaines dispositions du traité dans d'autres accords. Et puis, il y a d'autres procédures qui peuvent être utilisées, par exemple, pour la CED. Vous vous souvenez que ces articles vont être revus de manière annuelle et la première de cette revue se tiendra 5 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. La COP a adopté d'autres modalités de partage des avantages. Et dans le texte, on dit précisément que la COP devrait s'adapter et s'appuyer sur d'autres mécanismes de partage des avantages, ce qui est lié à la discussion qui est en cours dans la CDB. Donc, cette convention sur la mer, est-ce qu'on va suivre le modèle CDB ou est-ce qu'on va créer son propre modèle? Et donc, il y a une possibilité à ce moment-là d'aligner les deux systèmes. Merci, Daniel. Margot, je vous en prie. En fait, c'est une question beaucoup plus simple que la première, puisqu'on parle ici de vision. Et je vais commencer par dire que parfois, on me contacte de la part de personnes qui, tout d'un coup, me disent, voilà, j'ai cette idée. Et je leur dis, et est-ce que vous pouvez matérialiser cette idée? Parce que, après tout, une idée doit se traduire par quelque chose de concret pour qu'on puisse l'utiliser. Et c'est ce qui me pose un problème avec cette vision. Donc, c'est une vision que j'ai, mais je ne sais pas comment la rendre concrète, la matérialiser. Alors, il y a certains éléments que je pourrais partager avec vous. Tout d'abord, je crois qu'il est important de garder présent à l'esprit que le développement de la technologie va faire en sorte que peut-être on n'aura pas besoin d'avoir accès à des informations ISN. Donc, établir un lien entre le système
pour étiqueter des informations comme étant ISN dans le cadre de partage des avantages n'est pas seulement incohérent par rapport à la manière dont on utilise l'ISN aujourd'hui, mais aussi par rapport à l'avenir. Alors, si on retient cela à l'esprit, j'envisage un système unique, multilatéral, efficace dans les différentes instances où l'on parle d'ISN, un système qui aurait des programmes de partage d'avantages non monétaires à moyen, court et long terme, avec des matrices qui seraient inscrites, le rendu durable, avec la participation des personnes et des connaissances, avec des infrastructures, de l'équipement, mais en même temps, un système financier robuste qui répartit les fonds sur la base de projets en concurrence pour conserver la biodiversité et permettre aux personnes qui sont chargées de continuer à travailler. Et avec cela, s'il y a de la transparence, on pourra ainsi mieux obtenir des fonds. Ce système permettrait de reconnaître aussi l'importance des connaissances traditionnelles et aussi le partage des avantages de l'exploitation des ressources génétiques sur une base bilatérale ou multilatérale. Ça ne demanderait pas de suivre attentivement l'ISN pour rendre ce système plus efficace. Je crois qu'un système comme celui-ci, ce mécanisme pourrait nous permettre de réaliser plusieurs objectifs de politique, réduire les barrières pour la recherche et le développement et utiliser les ressources génétiques et l'ISN, y compris par ceux qui aujourd'hui se trouvent en situation de désavantage dans la société internationale. Ça permettrait aussi de réduire les effets négatifs, changement climatique et aussi une utilisation durable des inventions qui sont faites par les chercheurs et aussi permettre aux pays de mieux maîtriser les avantages découlant de l'utilisation de l'ISN. Donc voilà, si vous voulez, quelques éléments de ce que pourrait être cette vision. Très bien, merci. Je crois que vous venez de proposer quelques idées intéressantes. Et vous avez aussi posé des questions, mais c'est un peu normal lorsqu'on parle de vision. Et ça peut être utile d'ailleurs. On va passer à Daniele maintenant. Merci Tim. J'ai une bonne nouvelle que je voudrais utiliser. Je vous donnerai ma vision de ce système mondial multilatéral de partage de l'ISN de la part des parties prenantes. Je vois ce système comme étant un système décentralisé, un système fédérateur de réseaux et de communautés avec une gouvernance multilatérale, un système mondial dans lequel ces réseaux et ces communautés pourraient s'attaquer aux défis essentiels, à savoir augmenter la capacité collective des différents acteurs dans le cadre d'initiatives internationales qui pourraient permettre de réaliser les objectifs d'intérêt général. Alors pourquoi gouvernance et surtout, eh bien, il faut se concentrer sur la gouvernance en créant et en renforçant des réseaux qui seraient stables, qui seraient interdépendants, mais en étant autonomes sur le plan opérationnel, avec un dialogue entre ces différents réseaux dans un cadre réglementé, mais aussi avec des limites d'autorégulation et que tout le monde contribue à la réalisation d'objectifs à caractère public. Je crois que dans une politique publique, nous savons que les réseaux sont importants dans la gouvernance internationale, mais pour l'INS,
La gouvernance ne devrait pas seulement se contenter de choisir telle ou telle organisation ou tel mécanisme pour régler un problème précis. Au début du webinaire, on a dit qu'il fallait une fertilisation croisée entre secteurs et je crois que cela sera possible avec les réseaux pour essayer de cadrer les connaissances et d'explorer des solutions en stimulant la production d'informations, des interventions en cours par les différents acteurs eux-mêmes. Le deuxième élément de cette vision, je crois qu'au bout du compte, un système multilatéral de partage des avantages ISN permettrait d'atteindre des objectifs multiples, d'assurer l'ouverture, l'équité, l'innovation et aussi intégrer l'innovation dans un cadre de gouvernance internationale. On ne pourra pas le faire s'il n'y a pas cette intégration de ces activités de recherche et de développement dans un cadre mondial. Nous savons que la recherche, développement, l'innovation, que ce soit à des conséquences économiques, éthiques et dans la prise de décision scientifique, non seulement en aval, mais aussi plus tard. C'est-à-dire qu'on doit maîtriser ce processus d'innovation. Donc, il faut avoir une recherche et de l'innovation responsable dans le cadre de ce système mondial avec l'association de différents acteurs qui partagent des valeurs et qu'on prenne le lien entre le contenu et le contexte dans la production de connaissances. Je terminerai en disant que l'innovation et la recherche responsable permettraient de mieux comprendre les déficits qui existent à l'heure actuelle et aujourd'hui qui ont fait la science apolitique, sans conséquences sociales. Je crois qu'il faut tenir compte de cette dimension dans le cadre de gouvernance internationale pour démocratiser la science et l'innovation. Merci. Merci Daniel. J'ai retenu attentivement à votre dernière remarque. Souris, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais revenir très rapidement sur une question précédente concernant le renforcement des capacités, le partage des avantages non monétaires. Et je voudrais souligner une chose que j'ai oublié de dire, à savoir que le partage de technologies, de propriétés, le transfert de technologies, tout cela est un domaine qui inquiète beaucoup le secteur sanitaire. Je n'ai pas beaucoup parlé de cela, je ne l'ai pas assez souligné, mais si vous voulez, c'est un obstacle important dans la négociation en cours. C'est un élément clé, je crois, dans le renforcement des capacités. Il ne s'agit pas seulement d'argent, de produits, il s'agit en fait de pour mettre dans ce cadre de partage des avantages, d'insérer des incitations, des obligations pour qu'il y ait un partage de ces technologies. Et si je parle de cela, c'est parce que ça nous rappellera, je cherche le mot, qu'il y a des particularités dans chaque secteur. Dans le secteur sanitaire, après la COVID-19, on était préoccupé par le transfert de technologies pour la mise au point de vaccins de production. Ça, c'est une question importante pour plusieurs personnes. Ce n'est pas nécessairement le cas d'autres secteurs. Ils ont des caractéristiques qui sont différentes par rapport au partage de l'INS et ce n'est pas peut-être aussi important dans tout secteur. Il y a la vitesse, par exemple, l'importance de la vitesse. Il faut en 40-48 heures d'utiliser l'ISN, l'interdépendance qui existe entre pays. Lorsque vous avez des infections, par exemple, respiratoires, on l'a vu ces dernières années, des questions éthiques, savoir qui a accès à la technologie et aussi comment restaurer la vie économique et sociale de manière générale. Comme je l'ai dit en début du webinaire, l'ampleur des fonds engagés à la lumière de ce qu'on voit dans ce secteur et dans d'autres, on parle de centaines de milliards de dollars pour les produits seulement ou la valeur en termes de propriété intellectuelle et les conséquences que cela peut avoir sur les économies.
J'ai insisté pendant quelques instants là-dessus parce que je ne vois pas comment ces caractéristiques s'appliquent nécessairement à d'autres secteurs de l'ISN. C'est important, ça peut générer des avantages et on a besoin d'appui. Daniel a bien énoncé cela tout à l'heure. S'agit d'un réseau, d'une approche fédérative en quelque sorte, où vous avez différents secteurs qui répondent de manière efficace aux besoins. Il faut que ces réseaux soient là, mais nous avons aussi des opportunités qui nous échappent très souvent, sur lesquelles il faut travailler. Alors je me demande s'il n'y a pas un rôle pour la CDB, par exemple, de rassembler toutes ces communautés pour faciliter ce type d'apprentissage à travers ces réseaux fédérateurs, comme on l'a dit, cela ne s'est pas fait jusqu'à maintenant. Merci, Suri. Vos derniers mots correspondent assez bien à ce que je voulais dire en début de ce webinaire, à savoir qu'il est absolument nécessaire que qu'un groupe facilite un exercice de réflexion sur la vision, parce que selon mon expérience, c'est en fait la dernière chose que font les négociateurs, mais en fait c'est la première chose qu'on devrait faire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une solution unique, mais ça permettrait d'assurer le succès, en tout cas. Merci à tous les panélistes. Maintenant, nous allons passer à la segment questions-réponses. Nous avons un peu de retard. Mes excuses par rapport à cela. Je sais que quelqu'un a suivi le chat. Il y a plusieurs questions qui ont été posées ici. Je sais qu'un de nos panélistes va partir rapidement. Alors, Souel, est-ce que vous pouvez poser la première question, le premier thème qui est posé par le chat? Oui, merci beaucoup, Tim. Je vous assure que c'était très difficile de rassembler tout cela. Avant de poser les questions, je voudrais vous dire quels ont été les différents sujets. On a parlé de définition, on a parlé de bénéficiaires, différentes catégories de bénéficiaires, les questions à caractère économique, l'utilisation des avantages. On a parlé aussi du développement des capacités, des questions d'ampleur de manière générale et par rapport à ce qui se fait dans différentes instances. Comment et dans quelle mesure est-ce que les banques de données pourraient être affectées par cela, les leçons que l'on peut tirer des mécanismes existants? Il s'agit de questions sur la manière dont on peut utiliser aujourd'hui l'ISN. Est-ce que cela pourrait établir ce lien entre l'intelligence artificielle et l'ISN? Quelles sont les relations qui existent entre le système mondial de partage des avantages liés à l'ISN et puis à l'article 10 qui est mentionné ici? Est-ce qu'il y a une certaine certitude juridique pour cela? Enfin, il y a plusieurs questions intéressantes. Je vais commencer par une question qui a été soulevée dès le début. Est-ce qu'il cela vaut la peine de faire tous ces efforts? Qu'est-ce que cela donnera concrètement? On ne sait pas combien de fonds seront disponibles et avec ce système de partage des avantages, comment est-ce que cela se reflètera dans la valeur de l'échange des données ou des produits dont on parle ici? Alors, on pourrait peut-être parler de cela. Qu'est-ce que l'on peut attendre ici pour ce qui est de ces avantages à partager? Merci, Suel. Voilà, un résumé de 1001 points. On va commencer peut-être par Margot. Est-ce que vous pourriez donner une réponse à ces questions? Ensuite, on donnera la parole aux autres panélistes. Je regardais un peu le chat. Alors, rappelez-moi, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il y a maintenant en place? Combien de fonds seront nécessaires? Comment on va partager ces avantages? Et puis, la valeur
de cet échange? Qu'est-ce que l'on peut attendre de cela? Bien, excellente question et c'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il fallait réfléchir de manière beaucoup plus large. Qui va profiter de ces avantages? Il faut avoir une large base de contributeurs parce que les besoins sont énormes. Et comme Soël l'a dit, il y a beaucoup d'argent qui est fait dans tout cela et donc il faut y voir une base assez large. Et là, je crois que l'on peut répondre aux besoins qui existent. Je suis obligé de partir malheureusement. Merci de m'avoir invité. Merci Margot. Oui, il ne faudrait pas que vous soyez en retard pour vos étudiants, n'est-ce pas? Vous créerez un président là. Non, très bien. D'autres panélistes? Daniel, je vous en prie. Écoutez, le compromis initial, comme je l'ai dit, était d'établir établir un lien entre les avantages monétaires, établir un lien entre cela avec le budget général, les contributions. Alors, le volume dépendra bien sûr d'une certaine façon de ce que sera le budget final, quelles seront les contributions, mais pour vous donner une idée, je crois qu'il y a des délégations qui avaient parlé de 10 à 20 millions de dollars qui serait un maximum et c'est seulement les contributions des pays développés qui seraient comptées et donc que ça représenterait 50% de cela. Autrement dit, vous allez vous retrouver dans 1 milliard en 1 million jusqu'à 10 millions, ce qui sera insuffisant pour le renforcement des capacités pour l'exécution du traité. Et donc, il y aura des ressources additionnelles avec la mise en place d'un fonds spécial, un fonds tel que le FEM qui a un objectif qui est semblable. Et il faudra trouver d'autres sources de financement dans ce fonds spécial pour répondre aux besoins généraux de renforcement des capacités. Très bien. On va passer à une autre question, peut-être si vous n'avez pas de questions. Rapidement, si on parle d'argent ici, c'est une question qui est assez complexe, il faut l'avouer. Et les économistes ont fait certains calculs dans le cadre de la réforme du système multilatéral. Mais abordons la question d'une autre façon. Voyons quelle est la possibilité qui existe dans la contestation, par exemple, de la politique actuelle de la part de certains acteurs. Par exemple, avoir une évolution progressive des régimes à l'heure actuelle pour qu'il y ait un réalignement entre institutions ou la création de nouvelles institutions. Je crois que l'enjeu est énorme, n'est-ce pas? Parce que si vous examinez la possibilité d'ajuster les comportements, les règles institutionnelles, les politiques nationales et internationales pour justement avoir une cohérence entre l'égalité, la recherche et le développement, eh bien là, je crois qu'effectivement, c'est un enjeu qui est important. Il ne faut pas rater cette opportunité. Très bien, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On va revenir à l'équipe Soel. Est-ce que vous avez une autre question à nous proposer? I'm back. Sorry. But there was an internet glitch, so it's done. Hartmut est de retour. Well, I think one interesting Je crois une question which we like to throw into the panel. intéressante que j'ai notée ici, que je voudrais vous proposer. How should DSI be defined? What would be a good way to reach a definition? Comment est-ce que l'on pourrait définir tout cela? Comment trouver une bonne définition? Parce que, après tout, ça n'a pas été fait de manière volontaire à la COP de la Convention sur la diversité biologique. Alors, selon moi, je crois que cela aussi est important de définir ce qu'on entend par un produit ISN. Et à partir de ce moment-là,
dès qu'on a une définition, on peut mieux partager les avantages, n'est-ce pas? Oui, très bien. La définition de l'ISN, GSD, je ne sais pas. C'est une bonne question qui a été posée. Ça n'est pas une question facile à laquelle on va trouver une réponse. C'est une question à laquelle on a essayé de répondre à la fin de la négociation. En fait, quel est l'objectif de ce traité en cours de négociation? Alors, pour les définitions, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, je vous en prie. Je ne sais pas si ça sera satisfaisant, mais les mécanismes de gouvernance doivent être mis à jour régulièrement parce que les avantages d'aujourd'hui ne sont pas les avantages de demain, je crois. Et nous l'avons vu, par exemple, dans le contexte sanitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le transfert des technologies est aujourd'hui beaucoup plus important que cela l'était avant la pandémie, avec l'importance des doses de vaccins. Et lorsque on a négocié cela, on ne parlait pas d'ISN, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de données ISN. C'est l'évolution de la technologie, comme on le sait tous, et qui a fait que cela est devenu une question importante. Alors, on a dit aussi qu'à l'avenir, peut-être que l'ISN ne sera pas aussi importante à l'avenir. On n'en est pas encore là, bien sûr, lorsque l'on examine le rôle de ces données dans la mise au point de vaccins et d'outils de diagnostic, n'est-ce pas? C'est important aujourd'hui pour la définition, pour développer des produits de qualité efficaces. Mais on peut très bien imaginer que dans 10 ans, il y aura une nouvelle technologie qui apparaîtra et qui va modifier le système. Alors, comment se mettre d'accord sur certains avantages, sur certaines définitions aujourd'hui et avoir en même temps une certaine souplesse, flexibilité pour qu'on n'engage pas des bagarres dans 5, 10 ans pour définir de nouveaux termes, pour traiter de la nouvelle réalité technologique? Est-ce que l'on peut anticiper sur la manière dont on va organiser ce régime à l'avenir? Je crois que c'est important aussi, bien pour les pandémies que pour autre chose. Oui, merci. Malheureusement, il va falloir s'interrompre ici. Je vais juste souligner la dernière chose qui vient d'être dite. En effet, nous sommes dans une période d'ISN où on est confronté à un besoin de changement. Il faut qu'il y ait, à l'échelle internationale, une capacité de réagir, développer les sciences et les technologies assez rapidement et accroître la recherche et le développement. Donc ça, c'est une bonne conclusion. Désolé de vous interrompre, mesdames et messieurs les panélistes. Merci à vous tous. Je me félicite de vos contributions. Ça a été un panel tout à fait excellent. Merci beaucoup. Donc, dernier commentaire. Suel, s'il vous plaît. Oui, merci à Tim qui a bien voulu être chef d'orchestre de ce panel. On a beaucoup tiré d'enseignements de ça, y compris avec le chat. Dans le chat, on a demandé est-ce qu'il est possible de nous communiquer les commentaires qui ont été faits au cours de ce webinaire. On pourra le faire en respectant la réglementation sur la protection des données de l'Union européenne. Je remercie tous les panélistes ici. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous tenons ce type de discussion. J'espère que vous allez partager votre réflexion, vos connaissances sur ce sujet. Je m'excuse auprès du groupe des difficultés techniques qu'on a connues, on l'a déjà dit, mais les écrans sur ce qui se passe dans les différentes instances, cela vous sera communiqué avec le rapport. Ce rapport sera
disponible sur le site web de l'initiative APA. Nous avons l'intention, parce qu'il y a de nouveaux arrivants ici, que le cadre a été adopté, on a voulu rassembler du matériel, mais celui qui est disponible, et on va le partager avec les participants, bien sûr, les participants au webinaire, les participants virtuels, bien entendu. Et de ce point de vue, nous voudrions améliorer cela, voir si vous avez trouvé ce webinaire utile. Cette évaluation sera faite à la fin du webinaire. Alors que vous êtes prêts à partir, vous le verrez sur l'écran. Merci encore. Toutes les questions qui ont été posées, les commentaires, nous avons pris bonne note. Et comme vous le savez, sans doute, il y a un manuel sur l'ISN qui est sur notre site que vous pouvez regarder. Nous allons mettre à jour d'ailleurs la brochure technique sur l'ISN où vous trouvez des réponses à beaucoup des questions qui ont été posées aujourd'hui. Alors merci tout le monde. Merci à vous tous. Merci aux participants. Merci aux experts. Merci à mes collègues et puis à l'équipe technique avec Yannick, Andreas et Catherine. J'espère n'avoir oublié personne. Et vous aurez de nos nouvelles lorsqu'il y aura d'autres webinaires sur les modalités, sur les cales en particulier. Voilà certains sujets que nous avons à l'esprit. Merci tout le monde et bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.